respirer en conscience, c'est peut-être ridicule parce qu'on respire naturellement, bien sûr, mais avec notre mode de vie moderne, notre respiration, elle est courte, elle est thoracique. Elle se fait juste par la cage thoracique et c'est vrai qu'elle n'a plus rien à voir avec la respiration pro-santé qu'on devrait expérimenter au quotidien. Alors, là, j'ai un outil parce qu'en fait, pour chaque point, j'essaye de mettre en évidence un outil avec lequel vous pourriez repartir et dire allez, dès demain, j'attaque ça et je l'intègre. Alors cet outil, c'est la cohérence cardiaque. Alors pour ça, je voudrais parler un petit peu de notre système nerveux autonome. Alors notre système nerveux autonome, il a deux branches. La branche sympathique et la branche parasympathique. Donc la branche sympathique, c'est en fait ce qui nous porte vers l'action. On mobilise notre énergie pour réagir à un stress extérieur. Et la branche parasympathique, c'est le repos, la régénération. Voilà. Alors, il se trouve que ce système nerveux autonome, en fait, il est relié à notre rythme cardiaque, à notre pression sanguine, à l'influx nerveux cérébral, à notre système immunitaire, hormonal, digestif, etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est le système nerveux autonome. On ne peut pas influer là-dessus. En revanche, la respiration, elle est reliée au système nerveux autonome et elle, c'est la seule de nos fonctions biologiques qui est à la fois indépendante de la volonté, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer, mais en même temps, si on veut, on peut la contrôler, on peut changer notre manière de respirer. Et du coup, comme la respiration est liée au rythme cardiaque, qui lui-même est lié à toutes les autres fonctions biologiques, et bien à travers le souffle, en fait, le souffle, c'est l'interface entre le corps et l'esprit, entre le conscient et l'inconscient. Et c'est peut-être pas pour rien si dans toutes les traditions spirituelles, il y a des exercices respiratoires. Parce qu'en fait, quand on inspire, on active le système sympathique, qui est le mode mobilisation énergétique et usure de l'organisme. Le système sympathique, c'est le mode réactif, en fait, quand il y a une agression, quelque chose qui est perçu comme une agression. Et quand on mobilise son système sympathique, le cœur s'accélère, on se prépare à la fuite, au combat, on est en usure de l'organisme, en oxydation, en fait, de l'organisme avancé. C'est fait pour être ponctuel. Mais si on est stressé tout le temps, mais ça va être tout le temps. Et quand on expire, par contre, là, c'est le système parasympathique qui est mobilisé, c'est la réparation, la régénération, et on restaure ses ressources énergétiques. C'est ce qu'on fait spontanément. Quand on a peur, on fait... Voilà, là, c'est le système sympathique. Et quand on est rassuré, on fait... Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, en fait, notre système respiratoire, il alterne des phases où il mobilise le système sympathique et des phases où il mobilise le système parasympathique. Et tout cela suit un modèle en fait incohérent. Pourquoi? Parce que notre environnement, il est instable, il est variable. Donc en fait, nous, on cherche à maintenir notre stabilité dans un environnement changeant. Donc en fait, forcément, on va avoir une variabilité en fait de cette amplitude de nos fonctions biologiques qui d'ailleurs est un signe de santé, de jeunesse, de longévité. Plus l'amplitude est importante, plus on est en bonne santé. Et donc ça obéit à un modèle incohérent puisque forcément ce qui nous arrive est toujours différent, imprévu, etc. Dès qu'on se met à respirer en conscience, c'est-à-dire de faire un exercice respiratoire, quel qu'il soit, on va adopter un modèle cohérent. C'est-à-dire que si on regardait une courbe, en fait, eh bien, on verrait que la courbe, elle devient régulière. Il y aura une régularité. Bon. Alors, des exercices respiratoires, il y en a plein, il y a plein de styles différents, mais il se trouve qu'il y en a un en particulier, c'est ce qu'on appelle la respiration en fréquence 6. Et en fait, quand on respire en fréquence 6, c'est-à-dire 6 respirations par minute, 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer, et ça, donc 6 fois par minute, voilà. Et bien, il se passe un truc bizarre, c'est que non seulement tous les biorhythmes entrent en cohérence, ça c'est normal, on l'a dit, mais en plus, ils entrent en résonance, tous. Ils vont s'amplifier mutuellement. Et en fait, on va être dans un état de fonctionnement optimal de l'organisme. Et donc là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer, c'est Servan-Schreiber, c'est le docteur Servan-Schreiber qui l'a le premier vulgarisé en fait en France, qui a popularisé cette notion-là. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus là. Et c'est David Auer qui est un peu en France le champion de la cohérence cardiaque aujourd'hui. Et lui nous propose un exercice que je trouve très bien, qui s'appelle le 365. Bon, c'est facile de se souvenir, parce qu'en fait, c'est 3 fois par jour, 5 minutes, 6 respirations par minute. Et c'est hyper simple. Vous pouvez par exemple télécharger une appli gratuite qui s'appelle Respire Relax sur votre smartphone.
et après vous n'en avez plus besoin parce que vous intégrez ce rythme naturellement. Et alors il y a des bénéfices du coup, parce que ce qui nous intéresse c'est les bénéfices. Donc les bénéfices, c'est qu'en fait, si on pratique 3 fois par jour 5 minutes, le taux de cortisol sanguin diminue de 23%. C'est quand même intéressant, parce que quand tu dis que... C'est l'hormone du stress, et donc qui est agressive. Voilà, et c'est vrai que comme l'inflammation est à la base, donc là c'est un gain énorme, 23%. La DHEA, qui est l'hormone dite de jouvence et qui diminue avec l'âge, etc., qui permet de résister au stress oxydatif, elle augmente. On sécrète des hormones de bien-être. L'immunité, bien sûr, est améliorée. Et sur le long terme, diminution de l'hypertension artérielle, du risque cardiovasculaire. Bien sûr, on se concentre mieux, on mémorise mieux. Le sommeil est amélioré. La glycémie est régulée. Et les facteurs d'inflammation diminuent. Voilà, donc ça, c'est un exemple. On disait tout à l'heure, ce qui va faire la différence, c'est les petits trucs que vous allez faire, vous, au quotidien. Moi, quand j'étais malade, c'était mon plan d'action quotidien, quoi. C'est-à-dire, je faisais ma respiration. Je ne vais pas vous dire si c'est ça qui m'a guéri, mais c'est l'ensemble de tout en synergie. Même pour les enfants, c'est très intéressant. Il y a des écoles qui commencent à mettre la cohérence cardiaque dans l'académie de Poitiers. Et effectivement, l'hyperactivité, la concentration, ça peut énormément aider. Donc, c'est vraiment à tout âge, dès l'enfance, pour qu'ils prennent les habitudes comme une routine, mais aussi... Vraiment, et l'hormone là, de DHEA, là, j'ai vu que c'était, elle augmentait de 100%. Alors, deuxième repère, l'alimentation, bien sûr. Évidemment, nos cellules, elles se régénèrent toutes selon un rythme, enfin presque toutes selon un rythme qui est variable, quelques jours pour des cellules sanguines, plus de 10 ans pour des cellules osseuses, n'empêche qu'elles se régénèrent. Et nos cellules, elles sont constituées de ce dont on se nourrit. Donc, il y a un gain là énorme, c'est-à-dire dans la matière qu'on donne à nos cellules, eh bien, on a un pouvoir, on a un impact, et changer notre manière de nous nourrir, effectivement, peut avoir des conséquences très, très rapides en fait, sur notre santé cellulaire et notre santé globale. Je disais tout à l'heure, j'ai essayé de voir ce qu'ont fait les gens qui ont guéri et qu'est-ce qui a marché pour eux, et de faire des recoupements. Franchement, ce qui revient toujours, c'est ces principes-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, évidemment, c'est une évidence, tout ce qui est produits industrialisés, soda, plats préparés, pâtisserie, confiserie, tout ça, c'est évidemment à supprimer complètement de votre alimentation. Encore une fois, pas toujours au lendemain, parce que sinon c'est l'échec. Mais c'est juste de prendre conscience qu'il y a des bons aliments et des mauvais. Une fois qu'on a conscience de ça, une fois qu'on se dit ça c'est poison, spontanément on ira un petit peu moins, puis de moins en moins. C'est pas de dire je supprime tout, parce que c'est à moins d'être très volontaire. Mais plus, encore une fois, des petits changements au quotidien. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Il y a des bons aliments, ça, on oublie un petit peu, c'est qu'il y a des aliments qui sont vraiment santé, des aliments qui sont vraiment poison. Et le tout, c'est de choisir les bons. Et ce que tu dis souvent, j'aime bien quand tu dis ça, c'est que plus un aliment est transformé, plus c'est assimilable à un poison, et plus un aliment est sous sa forme naturelle, plus il est bon pour nous. Je veux dire, on dit toujours... On ne peut pas réinventer la nature. Non. On a été fait pour des aliments, et si on ne les consomme pas, on n'est pas... Souvent, les gens mettent beaucoup plus d'attention à l'huile qu'ils vont mettre dans leur moteur que ce qu'ils vont mettre dans leur organisme, et c'est choquant, parce que c'est bien pire, si vous voulez, les conséquences d'une mauvaise alimentation que sur une voiture. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, pour se donner de bonne conscience, qui vont dire oui, mais on est quand même fait pour manger de tout, mince. Oui, on est fait pour manger de tout, mais de tout ce qui est dans la nature, pas de tout ce qui est au supermarché. C'est pas la même chose, ça. Voyez. Bon. Alors, du coup, les produits d'origine animale. Bon, ça, encore une fois, il ne faut peut-être pas y aller trop vite, etc. Moi, personnellement, dès que j'ai eu mon diagnostic de cancer, quelques jours après, j'ai arrêté net. Bon, aujourd'hui, je mange du poisson, des produits de la mer. Je ne mange plus de viande pour d'autres raisons, peu importe, parce que j'ai plus envie de manger des animaux. Mais à l'époque, j'ai arrêté parce que cancer égale quand même... Enfin, maintenant, ça a été prouvé que les protéines animales, c'est vraiment l'engrais du cancer. Hein, et notamment les produits laitiers. Alors, il y a un autre livre qui est super. Surtout de vache. Alors, les produits de la mer, c'est ça. Les petits, ça va. Les petits, sont pas de la chaîne alimentaire. Alors, en fait, voilà, l'enquête Campbell, alors lui, pareil, c'est un scientifique, c'est un fils de fermier américain, il a grandi au milieu des vaches, des laitages, des viandes, etc. Mais il a vu mourir son père d'une crise cardiaque à je ne sais pas quel âge, enfin, il a été choqué, il a essayé de comprendre.
Et en fait, il a eu pour mission d'aller enquêter aux Philippines sur en fait une zone où il y avait un nombre important de cancers du foie chez l'enfant. Or, normalement, il n'y a pas de cancer du foie chez l'enfant. C'était pas normal. Donc, il était là pour essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, il a compris qu'en fait, ce cancer du foie chez l'enfant était lié à une bactérie, l'aflatoxine, qui apparemment est un cancérigène, un des plus puissants qui existe, et qui se développait dans un champignon. Et qui se développait dans le beurre de cacahuète que ses enfants consommaient. Donc ok, jusque-là c'est normal, il identifie un truc, et c'est ça qui explique. Seulement il y avait un truc bizarre, c'est qu'en fait il n'y a que les enfants des familles riches, aisées, favorisées, qui avaient le cancer du foie, et les enfants des familles pauvres ne l'avaient pas, alors que tout le monde mangeait du beurre de cacahuète contaminé. Donc là, il a approfondi son enquête et il s'est aperçu qu'en fait, les enfants des familles riches, il y avait une différence dans leur alimentation. Ils mangeaient aussi des produits d'origine animale. Et du coup, après, il a fait des expériences en laboratoire. Dans tout son livre, il décrit, il explique ça. Et en fait, apparemment, il dit qu'on peut injecter un produit cancérigène extrêmement puissant sur des souris. Et en fonction de la proportion de protéines animales, et notamment de laitage de vache avec la caséine, qui semble être vraiment l'élément, on est capable, en fait, de faire flamber un cancer, ou au contraire, de le faire régresser, voire disparaître complètement. Donc, les laitages, alors après, on peut, si on aime le fromage, etc., on peut peut-être compenser avec peut-être des fromages de petits animaux qui sont plus proches de notre chèvre ou brebis, voilà, petits mammifères, plus proches de notre métabolisme, moins riches en facteurs de croissance, etc. En hormones. Voilà. Alors, le sucre blanc raffiné, les édulcorants, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'explosion des maladies de civilisation. Qu'est-ce qui a changé, en fait, depuis les années 50 ? Et bien, ce qui a changé, c'est qu'on s'est mis à raffiner les céréales, à raffiner le sucre. Ce qui a changé, c'est qu'on s'est mis à chauffer les huiles. Vous savez, les huiles, on regarde pression à froid ou pression à chaud. Pourquoi ? Parce que quand on fait pression à chaud, on multiplie par deux la production. C'est juste un truc économique. En pressant à chaud, on double la quantité produite. Donc forcément, il n'y a pas photo. C'est pour ça que l'huile, première pression à froid, coûte cher. Voilà. On s'est mis à chauffer les huiles, on s'est mis à manger des aliments industrialisés, préparés. Alors pourquoi on raffine le sucre ? Parce qu'en fait, au lieu d'utiliser du sucre de canne, on s'est mis à utiliser du sucre issu de betterave avec un goût débutant. Donc on est obligé de le raffiner plusieurs fois pour obtenir quelque chose qui est acceptable au niveau du goût. Les huiles chauffées, je peux peut-être expliquer. Oui, enfin là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Oui. Disons que quand on chauffe une huile, elle a des vertus en particulier par sa composition moléculaire, ce qu'on appelle les doubles liaisons, les polyinsaturés, etc. Et quand on les chauffe, ces doubles liaisons sont plutôt adaptées. Voilà, on n'a pas été fait non plus pour ces molécules. D'une façon générale, c'est ça. Il y a des règles de la nature. Soit on suit les règles et ça se passe bien, soit on transgresse les règles et ça se passe pas bien. Et là, on transgresse les règles en créant des molécules pour lesquelles on n'est pas fait. Une question sur l'aspect sucre. Dans les fruits, il y a beaucoup de sucre, fructose et tout ça. Est-ce que c'est bon ou pas bon, du coup, en excès, mettons? Voilà, ça c'est vraiment mon combat numéro 1, c'est de dire, arrêtons de parler de quantité d'aliments, mais parlons de qualité d'aliments. C'est-à-dire le sucre n'est pas mauvais, il est même indispensable à la vie, on ne peut pas vivre sans sucre. Ce qui est toxique, c'est le mauvais sucre. Et donc, effectivement, il y a le sucre des fruits est un bon sucre, et le sucre industriel, etc., y compris dans des aliments qui n'ont pas de goût sucré. Il y a beaucoup d'aliments qui contiennent des mauvais sucres et qui n'ont pas de goût sucré, donc c'est ce que j'appelle les sucres cachés. Ça, par contre, c'est extrêmement toxique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, de très loin, le principal poison alimentaire, c'est le sucre, mais le mauvais sucre. Le sucre, ce qu'on appelle les sucres rapides, sucres raffinés, etc., mais pas les bons sucres. Tout ce qui est fruits, légumes, c'est des bons sucres. Il ne faut pas diaboliser le sucre, il faut diaboliser le mauvais sucre. Parce que souvent on dit trop de sucre. C'est pas une histoire de quantité. Peut développer, on favorise les cellules cancéreuses. C'est faux, c'est pas l'excès de sucre, c'est l'excès de mauvais sucre. Et là, pareil, je pourrais développer, c'est un petit peu technique, un peu long. Mais il faut rester à des choses simples. Le bon sucre, c'est-à-dire tout ce qui existe à l'état naturel dans les fruits et les légumes naturels, c'est du bon sucre. Tout ce qui est transformé, c'est du mauvais sucre. Or, aujourd'hui, on a beaucoup trop de mauvais sucre.
Et le mauvais sucre s'étend aux céréales, en fait, hein, c'est ça. Hein. Raffiné. Oui, Alors que les plats complètes, voilà. Je veux dire, alors que les céréales complètes ou certaines bonnes céréales sont bons pour la santé. Donc c'est pas les céréales en elles-mêmes, c'est bien choisir ses aliments. et c'est cette notion de l'index Voilà, c'est glycémique qui essentiellement est plus l'index importante. glycémique. Oui, Plus on raffine une céréale, plus on la cuit, plus on augmente son index c'est glycémique. toxique. Et c'est l'index glycémique qui est responsable de l'inflammation, de la Des facteurs de croissance, de plein de choses. un tas de choses. Et on parlait tout à l'heure des micronutriments, enzymes, vitamines, Bien sûr, minéraux, etc. Plus vous chauffez, plus vous les perdez. À 60 degrés, les enzymes, elles disparaissent. Donc c'est comme ça qu'on en arrive à être nourri et pas nutri. Voilà. Entre parenthèses aussi, le blé qu'on a aujourd'hui dans une baguette de pain, par exemple, c'est un extraterrestre par rapport au blé originel que notre corps est capable de métaboliser. En fait, hein. Il a 21 paires de chromosomes, alors que le blé originel, il en avait 7. Donc c'est comme si on mangeait du carton. Le corps, il n'est pas prêt à ça. Et encore une fois, si on en mangeait un peu, c'est pas très grave. Mais si on mange que ça, c'est catastrophique. Alors, ensuite, éviter le sel pour restaurer peut-être l'équilibre sodium-potassium qui est inversé dans notre alimentation moderne, et l'alcool, et surtout la bière et les alcools forts parce que l'index, encore une fois, il est très fort. Voilà. Éviter le grignotage, la cuisson à haute température, au micro-ondes bien sûr parce que ça agite les molécules et elles se transforment, la friture et le barbecue qui est une vraie catastrophe. Voilà, à éviter. Je voulais juste revenir sur cette notion de société, de culturel. La personne que j'avais rencontrée qui était passée au et elle a eu un cancer grave et elle a changé d'alimentation et grâce à ça elle a pu éviter les traitements et Voilà. ça fait des Voilà, c'est un années exemple. que vous considérez qu'elle guérit. Oui. Ce qui était intéressant c'est que au bout d'un certain temps les gens autour d'elle lui ont dit bon mais quand est-ce que tu pourras te remettre à manger normalement et la réponse c'était mais c'est moi qui mange normalement. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de prendre conscience qu'on a aujourd'hui une alimentation totalement pervertie et qu'on n'en a plus conscience. Et cette dame, elle était à la retraite, elle a été atteinte d'un lymphome non-Hodgkinien, stade 4, métastasé partout, elle en avait dans les os partout, elle devait avoir une greffe. Et elle s'est dit, je me prends 6 mois, et elle est partie à l'Institut Hippocrate en Floride. Et là, elle a appris le protocole de l'alimentation vivante, avec des jus d'herbe, enfin, elle a fait tout. Elle a appris là-bas, elle a intégré un protocole, elle est rentrée chez elle, et pendant 3 ans, elle a suivi à la lettre. Entre ça et une greffe, peut-être que, c'est pas si terrible de manger des graines germées et des produits crus pendant 3 ans. Surtout qu'après, elle s'est mise à cuisiner, elle a trouvé des recettes, enfin voilà. Et donc, du coup, elle a guéri complètement. Et aujourd'hui, elle est là, je l'ai reçue, on l'a reçue, je l'ai interviewée pour le blog Mieux qu'avant, voilà. Justement, pour la cuisson donc, à vapeur, pas bon, l'autocuiseur, c'est ça? Si. Ah, mais on dit température Non. trop élevée à l'eau. Quand on dit pas trop chauffer, c'est pour pas dépasser 130. Vapeur, ça va. L'autocuiseur est bon, Ouais, d'accord. Et donc la dernière question, vous avez parlé des graines germées. Voilà, ça fait partie de l'alimentation vivante. Alors je savais pas, c'est tout bête la question. Graines germées, du coup, elle est plus vivante, du coup, elle est meilleure. J'ai jamais vu des graines germées. En fait, l'idée, c'est que la graine, elle est en dormance, une graine. Mais en fait, quand vous la mettez en condition avec de l'eau et de la lumière, en fait, vous la revitalisez. La vie reprend. C'est pour ça qu'on les fait tremper une nuit avant de les mettre à germer. En fait, la vie reprend. Et dans ce processus d'élan vers la vie, il se trouve que tous les micronutriments sont multipliés par, ça dépend, par exemple, la vitamine C par 600. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est vraiment on va dire, les compléments alimentaires gratuits, enfin quasiment, parce que ça coûte rien de faire ça chez soi. C'est simple en plus. Et naturel. Et voilà, on a Plus, donc en fait, voilà les bienfaits avérés donc des graines germées, ça augmente la vitalité, ça diminue le cholestérol, ça renforce l'immunité, ça améliore la digestion, ça permet aux muscles et aux tissus de se régénérer, ça permet de mieux éliminer les graisses et ça stimule la repousse des cheveux, etc. Voilà. Alors comment on fait? Quelles graines Alors, on peut tout. L'alfalfa. Voilà, là j'ai mis celles qui sont les plus faciles, parce qu'après il y en a qui sont plus délicates à faire germer. Je crois qu'on peut tout faire germer, sauf la tomate, l'aubergine et une autre dont j'ai oublié le nom. Mais sinon, le reste, vous pouvez tout faire germer. Le fenugrec, c'est assez facile.
C'est la plus simple à faire au départ. Et en plus, si vous allez dans les magasins bio, il y a une étagère avec des petits sachets de graines à germer. Vous verrez, il n'y en a pas 50 000, hein, mais ils proposent celles qui sont les plus simples. Et alors après, pour faire, c'est très simple. Moi, c'est mon mari qui est à la maison. Donc, en fait, il fait tremper les graines une nuit pour les revitaliser dans un petit bol. Pas beaucoup, 2 cuillères à soupe suffisent. C'est ça à peu près. Ensuite, on les égoutte et on les met dans un bocal. Donc, au début, il n'y a que 2 cuillères à soupe dans le bocal. On met une gaze et un élastique. Et on essaye de le mettre en position un peu comme ça pour que l'eau puisse s'écouler, voilà, tout simplement. Et tous les jours, on les rince, en fait, matin et soir. Et au bout de 3 à 5 jours, on a ça. Et ça, on peut le mettre en salade, c'est super bon. Enfin, vous pouvez le mettre dans tout ce que vous voulez, c'est très bon. Et c'est vrai, quand vous mangez un plat avec une salade et des trucs dedans et des graines germées, et ben vous n'avez pas faim. Alors que quand vous mangez un plat de pâtes, vous allez être calé. Une demi-heure après, vous allez avoir une hypo réactionnelle et vous allez avoir faim et vous avez envie encore de grignoter. Là, on peut manger votre corps. du pain aussi. Du pain Alors on peut manger du pain. On peut manger du pain avec, mais peut-être plus petite épeautre, châtaigne, sarrasin, quinoa. Voilà. Alors après, ce qu'il faut dire sur l'alimentation, c'est que effectivement, il y a des choses qui sont bénéfiques pour la santé, etc. Mais le plus important, ça va toujours être de ne pas faire preuve de rigidité. C'est-à-dire qu'on tombe malade parce qu'on est rigide, et encore on trouve un nouveau truc, allez, l'alimentation, et ça y est, je crois que ça va. Voilà. On appelle ça l'orthorexie, où on Exactement. veut contrôler, et le bénéfice qu'on va avoir en changeant d'alimentation, on va le perdre avec le stress. Donc que ça soit un plaisir. C'est ça, faut que ça reste un Oui, plaisir. ça reste un... Si vous êtes invité chez des gens qui vous ont fait quelque chose avec leur cœur, ça ne va pas vous empoisonner pour une fois, voyez. Par contre, ça va vous empoisonner plus de dire « Ah non, moi je ne mange pas ça, vous savez », et puis de faire la leçon aux gens alors qu'ils ne vous ont rien demandé. Et que voilà, hein, toujours prioriser l'amour et toujours prioriser ce qui sort de votre bouche est plus important que ce qui rentre pour la santé. Voilà. Donc pour le plaisir, juste vite fait, voilà, par exemple, là c'est un livre de recettes qui permet de se faire des bonnes choses, qui respecte un petit peu les principes dont on a parlé. C'est une blogueuse qui s'appelle Cléa, elle a des pas mal de bouquins. Voilà, ça c'est un substitut au beurre par exemple, ça c'est du sucre de coco, index glycémique très bas, ça c'est du cacao cru. Oui. C'est super bon. Ça, c'est du lait de riz et de coco. Ça, c'est de la crème d'avoine qui permet de cuisiner sans mettre de la crème fraîche. Donc, à force, on prend l'habitude. C'est toute une épicerie qu'on peut avoir et on se fait plaisir. Ça, je ne sais pas si vous connaissez Marie-Sophie, elle. Voilà, elle fait des choses qui sont extraordinaires, délicieuses et crues. Mais vraiment, c'est de la haute gastronomie. Donc après, c'est une manière différente d'éduquer son palais et de cuisiner. Voilà, on va passer vite sur le point bouger. Alors, le paradoxe, c'est que l'activité physique, c'est ce qui nous permet de dépenser de l'énergie au niveau musculaire. Et à la fois, on dépense de l'énergie et en même temps, on est plus vitalisé une fois qu'on a fait du sport. C'est un peu un paradoxe, mais c'est comme ça, y compris chez les gens qui sont en chimio, etc. Faire un peu de sport, ça permet de mieux supporter les traitements et d'être moins fatigué. Voilà, bien sûr, il ne faut pas s'épuiser, tout doit être fait de manière raisonnable. Donc, les bienfaits de l'activité physique, là encore une fois, on retrouve un peu les mêmes choses que dans la cohérence cardiaque tout à l'heure. Meilleure oxygénation cellulaire, élimination des toxines, meilleur sommeil, diminution de la fatigue, meilleure régulation hormonale, sécrétion d'hormones de bien-être. Et alors là, ce que je préconise comme outil au quotidien, chaque jour, transpirer au moins 30 minutes, 5 jours par semaine. 30 minutes, 5 jours par semaine. Transpirer, c'est essentiel pour la détox. Pour aider votre corps. Ah non, je dirais transpirer en bougeant, c'est-à-dire marche rapide, petit footing. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, maintenant j'ai changé, mais pendant 3 ans, j'ai fait vélo d'appartement parce que voilà, c'était une solution simple que j'avais qui me permettait de faire mon rituel tous les jours. Voilà. Aujourd'hui, je fais de la Zumba. Enfin voilà, le tout c'est de bouger, de transpirer pendant une demi-heure. Et ça a été prouvé en fait que 30 minutes, 5 fois par semaine, 40% de récidive en moins, par exemple dans le cancer du sein. Le gain est plus important que la chimio. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Vous ne pouvez pas l'acheter, on ne peut pas vous le faire, c'est à nous de le faire.
Oui, excusez-moi, vous venez dire le gain important de la chimie. Oui. À 40% de réduction du risque, c'est au moins autant, sinon plus que beaucoup de chimio. Une chimio qui fait des décès de 40%, on est content quand on a. C'est pas toujours le cas. Souvent, on va gagner 20-30%. D'accord. Et là, on gagne 40%. Mais tout ça, c'est des choses à vie. Avec un vélo, 5 fois par jour. N'importe quelle activité, hein, là aussi c'est très souple, hein, c'est une activité plutôt de plaisir. Et il faut que ce soit toujours, si possible, dans le plaisir, pas dans la contrainte. Et petit à petit, pareil, ça devient du plaisir, donc c'est pas contraignant. Mais par contre, tout ça, c'est à vie. La notion qui est importante, c'est que souvent les gens disent j'ai pas le temps. Et là, on revient à ce que tu disais au début, si on ne se donne pas le temps, c'est qu'on n'a pas entendu le message et qu'on ne peut pas guérir. Non, je crois que c'est 5 L'idée, fois c'est- de cardio. Ok, je suis obligé de le faire, je le fais obligé. Mon organisme m'oblige à faire des choses, je le fais, je ne le fais pas, c'est un choix. Mais c'est pas le message, il est là. Là, vous dites tout ça pour la guérison, mais en prévention, c'est Ah, c'est pareil. C'est en prévention. Bien sûr. Ce que je vous dis, des cellules cancéreuses, on en a tous. Donc, soit on attend qu'elles se développent et on agit, soit on agit avant qu'elles soient visibles, mais elles sont là. En C'est réalité, pareil, c'est la même c'est chose. pareil, il n'y a pas de différence. Je vous dis, il n'y a pas des gens avec un cancer ou pas. On est tous dans le même. C'est bon Point pour de la vue, on est santé. tous dans le même bateau. Donc vous imaginez, en plus si on met en place Respirelax, l'alimentation De toute façon, c'est la biologique, plus vivante et biologique, et on va pas parler du bio, mais enfin ça limite les risques. Les Enfin, gels, les si on graines met de en place un tas de ça, plus Et les quelque chose 30 au minutes, final, enfin même la tous les 2 jours, méditation. etc. C'est une synergie. C'est pas ça plus ça plus ça, c'est ça ensemble, ça va créer quelque chose d'encore plus fort. Voilà, alors la détox. Alors là aussi, ça peut paraître ridicule de détoxifier en conscience parce que bon, il faut savoir que dans une large mesure, heureusement, notre corps il détoxifie naturellement. On n'a pas besoin de se stresser pour ça, ok. Donc dans certaines conditions, il filtre et il élimine naturellement les poisons grâce aux émonctoires, la peau, le système respiratoire, les intestins, les reins et surtout le foie. D'accord. Mais pour que ça puisse se faire, il faut qu'il soit mis dans des conditions optimales. Encore une fois, la notion de terrain, elle va être déterminante. Un niveau d'activité physique suffisant, une alimentation non carencée, une bonne oxygénation, une bonne hydratation, un sommeil suffisant et une bonne gestion émotionnelle. On retrouve toujours les mêmes trucs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur les dangers, sur les poisons, etc. Parce que si on met notre corps dans les bonnes conditions, il agit comme un filtre, en fait, naturel. Tout ça, ça fonctionne jusqu'à ce qu'un seuil de saturation soit atteint. Et dans le cas du cancer, je vous dis tout de suite, il est atteint. Donc il va falloir agir davantage, c'est ce que je vous disais, à un gros problème, gros moyen, forcément. Et du coup, il va falloir aider un petit peu cette détoxification qui se fait normalement naturellement. Ça, c'est un petit extrait d'un médecin du début du siècle qui s'appelle Paul Carton et qui a promu une vision hygiéniste justement de la santé. Il est revenu à une médecine hippocratique. Et il dit la force vitale cherchera toujours à rejeter hors du sang le plus de toxines possible, mais ce qu'elle ne peut éliminer par les émonctoires sera repoussé dans les profondeurs du corps. Les toxines vont ainsi pénétrer à l'intérieur des cellules. Et c'est quand les toxines pénètrent à l'intérieur des cellules que les problèmes commencent. Ils peuvent commencer, potentiellement. Voilà. Alors, la détox, en fait, il faut voir qu'il y a 3 niveaux d'intoxication et de détoxification possible. Alors, donc, le premier niveau, c'est tout ce qui est extérieur à notre corps. Donc, on a vu que le corps, il filtre, il n'y a pas de problème. Normalement, la pollution qui se retrouve dans notre milieu intérieur, eh bien, dans des conditions saines, elle est filtrée, elle est éliminée par les émonctoires. Seulement, quand un seuil de saturation est atteint, c'est plus le cas. Et du coup, les toxines vont rentrer à l'intérieur de la cellule et perturber son fonctionnement, voire transformer l'ADN, etc. Donc, à ce moment-là, il va falloir agir sur les 3 tableaux. Qu'est-ce que c'est qu'agir sur les 3 tableaux? Ça veut dire déjà faire en sorte de limiter au maximum les entrées. Si vous êtes concerné par le cancer, si vous êtes en phase active de la maladie, limitez déjà les entrées. C'est-à-dire manger bio, même si le bio, c'est pas non plus la panacée, mais ça limite. Ça limite. Bon, donc on limite déjà les entrées, on fait attention à ce qu'on met sur son corps, aux produits pour la peau, aux cosmétiques, au maquillage, enfin aux produits d'hygiène. On fait très attention à ça pour limiter les entrées. On limite bien sûr l'alcool, on limite les médicaments. Il faut savoir qu'au-delà de 3 médicaments différents, il y a un effet cocktail et aucun médecin ne peut vous dire ce que ça va faire sur votre corps. Au niveau du milieu intérieur, on va aider les émonctoires, du charbon,
enfin, des plantes, des tisanes, enfin on va aider ces émonctoires. Mais s'il faut agir au niveau cellulaire, alors là, il faut aller plus loin, on va aller vers des choses comme le jeûne ponctuel, ou alors moi je vais vous dire ce que j'ai fait, parce que soyons transparents, je vais vous dire tout ce que j'ai fait. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pas eu de mastectomie et de curage ganglionnaire, que j'ai eu de la chimio, j'ai eu de la radiothérapie. Par contre, je n'ai pas pris le traitement par hormonothérapie pendant 5 ans, vous voyez. Et ça, c'était un choix aussi. Mais ce que disait Michel tout à l'heure, j'ai fait autre chose à la place. Et du coup, j'ai fait une thérapie qui s'appelle la thérapie Gerson pendant 1 an. Voilà, 1 an. Normalement, il faut la faire pendant 2 ans quand on a un cancer actif. C'était plus mon cas puisque j'étais en rémission, on m'avait tout enlevé, j'avais fini mes soins officiels. Donc, je l'ai fait en prévention. Et du coup, alors l'idée, c'est l'hyperalimentation. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à l'extracteur qui enlève la pulpe et on garde que le jus pur. En fait, le jus de légumes en grosse quantité, là c'est la recette du jus typique Gerson avec les légumes qui sont là, j'ai pris en photo chez moi. Donc en fait, l'idée c'est qu'on va pouvoir envoyer beaucoup plus de micronutriments que si on devait manger tout ça. Enfin, dans la cure, là, la cure vraiment en phase active, il y a 9 jus par jour. Donc il faut plusieurs kilos de légumes. Enfin, c'est toute une logistique aussi. Attention, hein, c'est un truc, voilà. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, le jus, il court-circuite le système digestif, il va directement dans le sang et il va directement, en fait, amener dans les cellules des enzymes vivantes qui vont avoir un effet coup de Karcher, elles vont obliger les cellules à lâcher. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, tous ces produits toxiques qui étaient dans la cellule, ils vont se retrouver dans le milieu intérieur. Ils vont être refoulés dans le sang, la lymphe, les liquides interstitiels. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? C'est aider, parce que sinon, on risque de faire plus de mal que de bien, et on risque l'empoisonnement hépatique. À vouloir aller trop vite avec... Alors, 1 jus par jour ou 2, pas de problème, hein. Mais si on fait ça de manière très intense, il faut faire attention pour aider ces émonctoires, et c'est pour ça que dans la cure Gerson, il associe à des lavements, en fait, des lavements au café vert. Enfin, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, je vous livrerai le livre si ça vous intéresse, vous chercherez sur Internet, mais obligé, sinon on risque l'empoisonnement hépatique. Voilà, alors, le repos. Je vous parlais du livre de Matthew Walker. Alors voilà, 2 heures en moins par nuit modifie l'expression des gènes, altère l'ADN, détruit l'immunité et augmente de plus de 50% le risque de cancer, AVC, incident cardiaque, diabète de type 2, obésité, Alzheimer, etc. Voilà. Alors j'avais prévu de vous montrer une vidéo, une séquence de 3 minutes, mais là, vous voulez la voir ou pas? Oui. Okay. Alors là, il y a quand même quelque chose d'important. Il y a 2 choses différentes. C'est d'une part, les gens ne se laissent pas le temps nécessaire pour dormir. C'est-à-dire qu'on se couche tard, on se lève tôt, on se surboucle son agenda et on ne se laisse pas suffisamment de temps. Là, effectivement, c'est mauvais et on peut agir dessus. Et après, il y a le deuxième niveau, c'est les gens qui aimeraient dormir mais qui ont des insomnies. Ça, c'est quelque chose de différent. Et là aussi, on peut se dire que, ça me souciait tout à l'heure, et on retrouve toujours les mêmes causes. Si on est insomniaque, c'est qu'on a une mauvaise hygiène de vie. Et c'est à cause de la mauvaise hygiène de vie qu'on a un mauvais sommeil et qu'on a un facteur de risque augmenté. Donc là aussi, ça se rejoint. Complètement. Tout se rejoint toujours, en fait. Donc l'idée, c'est plutôt de se laisser le temps nécessaire pour dormir. Hein. Si on a besoin de 8 heures, on se laisse 8 heures. Après, si on a un mauvais sommeil, c'est qu'on a une hygiène de vie qui est imparfaite et il faut agir dessus. C'est ça. C'est comme disait Nietzsche, la qualité du sommeil dépend aussi de la qualité de l'éveil, en réalité. Alors, en plus, pendant le sommeil, bon, il y a cette hormone, la mélatonine, voilà, qui joue un rôle clé. La mélatonine, c'est l'anticortisol, en fait. Quand le cortisol, il soutient l'inflammation, et quand la mélatonine est là, le cortisol n'est plus là. Donc, il faut que le cortisol diminue pour trouver le sommeil, et en même temps, pendant la nuit, quand on sécrète de la mélatonine, on se répare, nos cellules se réparent, se régénèrent, l'immunité est au maximum, et le nettoyage se fait. Tout ce que vous allez mettre en place pendant la journée, c'est la nuit que ça va être validé par le corps, en fait. Et une sieste, par exemple, si on ne dort pas beaucoup. Alors une sieste, c'est très bien, mais une mini-sieste.
c'est-à-dire moins d'une demi-heure pour pas enclencher sur un vrai cycle d'1 heure et demie. Vous savez, il y a des cycles à peu près 90 minutes. Et en fait, si on fait une grosse sieste, on va perturber ces rythmes circadiens et on aura après du mal à trouver le sommeil pendant la nuit. Et en plus, apparemment, ce qui se passe la nuit et qu'on a vu là dans la vidéo, on est programmé pour que ça se passe aussi, on vit au rythme de la Terre aussi, hein, du jour, de la nuit, etc. Et ça ne se passera pas pendant la sieste, parce qu'en plus, ce qui est important, c'est qu'il y a tout un process qui se fait. Il y a des alternances pendant la nuit, de cycles de sommeil avec rêve, sans rêve, etc. Et tout ça a un sens précis pour faire ce nettoyage, ce reformatage qui se passe pendant la nuit. Et quand on entrecoupe en faisant 2 heures de sieste, on ne rattrape pas. Et les gens qui travaillent de nuit, alors Ils augmentent le risque de cancer. C'est prouvé. C'est prouvé. Il a dit dans la vidéo que l'OMS a classé ça comme cancérigène, le travail de nuit est officiellement reconnu comme étant cancérigène. Alors, quelques petits conseils pour bien dormir. Alors, bien sûr, si on a des problèmes du style apnée du sommeil ou autre, il faut consulter un médecin. Après, des petites astuces, s'exposer à la lumière du jour 1 heure chaque matin, justement pour remettre en place les rythmes circadiens. Ça peut aider surtout les personnes âgées qui ont du mal à trouver le sommeil le soir. Éviter les excitants et les somnifères. Parce qu'après, c'est un cercle vicieux, excitant pour tenir et puis somnifère pour dormir. Il faut savoir que quand on prend un somnifère, en fait, on s'anesthésie. Mais en réalité, tous les mécanismes, toute la réparation, la régénération naturelle cellulaire ne se fait pas. Tout ça ne peut pas se faire si on est sous l'effet d'un somnifère. Donc il faut un sommeil naturel. Alors la mini-sieste, c'est ce qu'on disait. La régularité. Apparemment, il est prouvé que c'est un outil puissant, la régularité en fait. se coucher. Voilà, se coucher à peu près, pour à la même heure, se lever à la même heure. Arrêter les écrans 1 heure avant de coucher et se détendre. Pourquoi ? Parce que la lumière bleue des écrans interfère avec la poussée de mélatonine qui nous permet de tomber dans le sommeil. Donc, essayez d'éviter les écrans. Se coucher dans une chambre fraîche, dans le noir complet. Ah oui, la mélatonine, je ne vous l'ai pas dit, on la sécrète d'autant mieux qu'il n'y a pas de petite lumière. Donc des volets occultants, pas de petits radio-réveils qui s'allument, sinon on perd une partie du gain. Ne pas rester au lit sans dormir, c'est-à-dire pour ne pas faire un ancrage négatif, je suis au lit, je ne trouve pas le sommeil, si au bout d'une demi-heure on ne dort pas, on se lève et on essaye de faire un truc qui détend, lire, prendre un bain, je ne sais pas, faire quelque chose qui relaxe. Voilà. Nous on a investi dans un tapis d'acupression. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, je croyais que c'était un gadget au début, mais c'est super, on est accro. C'est, vous savez, un tapis avec des petits picots comme des petites fleurs de lotus qui piquent. Et en fait, ça stimule aléatoirement des points d'acupression. Et non, ça fait pas mal en fait. Et en fait, ça fait sécréter des endorphines et on trouve le sommeil. Enfin, c'est bien, ça calme la douleur. Voilà, et suivre, j'ai mis les 7 autres repères, parce que la qualité du sommeil, évidemment, dépend de la qualité de l'éveil. Voilà. Alors, se réaliser, je vous disais tout à l'heure, ça fait partie de ce retour vers la santé. Trouver sa place dans la nature, tout ce qui n'est pas utile à la survie de l'ensemble s'autodétruit, c'est loin de la nature. Tu disais tout à l'heure, enfin la nature est ce qu'elle est, si on s'y adapte ou pas, on ne peut pas transgresser. Donc pour que les cellules continuent à être au service de notre vie, nous aussi on doit servir et trouver. En fait, c'est quand on trouve, on a tous un rôle, une place, une fonction unique à jouer sur cette terre. Moi, je pense qu'on tombe malade aussi parce qu'on s'éloigne de cette juste place, de cette mission de vie. Et en fait, la maladie nous permet de nous autoriser à prendre du recul et à faire ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qui nous fait vibrer, parce que quelque part, vivre, c'est aussi faire ce qu'on a envie. Envie, c'est être en vie. Et c'est ce désir de vivre qu'il faut vendre à ces cellules, il faut qu'elles soient bien informées qu'on a quelque chose à faire et qu'il faut qu'elles fassent équipe avec nous pour nous aider. Donc se mettre au service de quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, voilà, je vous disais, j'aimerais pas qu'on me dise aujourd'hui on revient en arrière et on supprime ce cancer, parce que s'il n'y avait pas eu ce cancer, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Et à un moment donné, quand la mort devient une option, on se dit, je vais m'autoriser à faire ce qui me fait vraiment, ce que j'ai à cœur de faire. Et tant pis si ça ne marche pas, c'est pas un problème. Enfin, j'ai plus cette peur-là. Voilà. Et le cadeau, c'est qu'en fait, c'est quand on fait ce qui nous rend vibrant et vivant, qu'on est le plus percutant et que finalement, ça marche forcément parce que vous êtes dans votre vérité, dans votre authenticité. Voilà. En fait, il n'y a jamais de guérison parce que
au final, on est tous mortels. Ça veut dire- Souvent, les gens viennent en disant je veux guérir. Oui, mais jusqu'à quand? Et ça, c'est très important parce que pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort? La réponse, c'est parce qu'on n'a pas vécu ce qu'on voulait ou on avait envie de vivre. Dans l'instant présent. Au moment où on vit notre vie et celle qu'on se réalise, on n'a plus peur de la mort. Donc l'idée, c'est la maladie peut être là pour nous aider à retrouver justement, à redonner un sens à la vie. Auquel cas, on vit, on n'a plus peur de la mort. Enfin, des fois, j'ai un peu peur quand même. Hein, mais quand j'ai peur, j'accueille ma peur. Je plonge dans ma peur, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec avant. Je veux dire, moi, je suis contente aussi de pouvoir parler comme ça à des gens et témoigner parce que plus peureuse que moi, je crois que, enfin, je veux dire, moi, j'étais la peur, c'est ce qui définissait le mieux ma vie. Et quand on avait fait, tu sais, la sortie du film, là, qui avait été fait... Le cancer renaisse à soi, il y a quelqu'un dans la salle qui m'a dit mais comment vous avez fait pour vaincre la mort? Je dis mais non, en fait, j'ai pas du tout vaincu la mort, justement. Je dis justement, on tombe malade parce qu'on refuse les cycles de la vie, on bloque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les amas, les blocages, on résiste, mais Le jour où on lâche, mais le jour où on lâche, en fait, guérir, c'est ça, c'est accepter la mort dans la vie. Voilà, c'est lâcher prise. Et on a peur parce qu'on pense que lâcher prise, ça va être un sacrifice, mais pas du tout. C'est là que la vie devient. c'est là qu'on vit. C'est là qu'on vit et c'est là que des cadeaux arrivent au quotidien qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, par rapport à cette idée de trouver sa juste place, c'est facile à dire, mais à force d'écraser nos rêves, on ne sait même plus quels sont nos rêves. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces centenaires sur l'île d'Okinawa au Japon. Voilà, ils mangent d'une certaine façon, beaucoup de poissons, beaucoup de crus, ils s'arrêtent de manger avant d'être arrivés à satiété, mais ils ont une autre particularité, c'est qu'ils sont heureux. Oui. Et apparemment, ils sont heureux parce qu'ils trouvent ce qu'ils appellent, ce qui donne un sens à leur vie. En japonais, ils appellent ça l'ikigai. Voilà. Et l'ikigai, en fait, se trouve à la confluence de 4 sphères. La sphère de ce que j'aime faire, de ce qui me fait vibrer. La sphère de ce que je sais faire, ce pourquoi je suis compétent. La sphère de ce dont le monde a besoin, parce que si je fais très bien quelque chose qui me fait vibrer mais que ça intéresse personne et que ça apporte rien à l'humanité, bah, c'est un peu gênant. Et la sphère de ce pourquoi je peux être payé, puisque tout le monde a besoin d'exercer une fonction en ce monde et d'avoir un salaire, une rémunération pour ça, pour vivre et pour être épanoui, pour prospérer. C'est juste normal. Et si on peut faire coïncider ce qui nous permet de gagner notre vie, de gagner de l'argent, avec ce qui nous fait vibrer, ce qui fait du bien à la terre et aux autres, on est trop bien en fait. Et c'est un état qu'ils appellent l'ikigai, mais en fait, c'est la santé, quoi. Se sentir à sa place. Se sentir à sa place, utile chaque jour en fait. Voilà. Alors, positiver, c'est l'avant-dernier point. Facile à dire. Surtout quand on a été diagnostiqué d'une grave maladie comme un cancer. Bon, donc on sait maintenant que l'émotion, c'est une énergie en fait en mouvement qui va impacter notre fonctionnement cellulaire, qui va impacter l'expression de nos gènes, qui va impacter notre terrain. Et une émotion, elle a une fonction. Elle est là pour nous signaler que nos besoins sont satisfaits ou au contraire menacés. Donc les émotions désagréables, elles nous signalent que nos besoins fondamentaux sont menacés. Les émotions agréables, elles nous valident, elles nous signalent que tout va bien. Voilà. Alors, ces émotions désagréables, la colère, la tristesse, la peur, l'angoisse, on sait, il est prouvé qu'elles dépriment l'immunité, qu'elles font sécréter des hormones comme l'adrénaline, comme le cortisol, qui stimulent l'inflammation, qui est le terreau de toutes les maladies dégénératives. Donc, quand elles sont ponctuelles, c'est normal, c'est dans le sens de la vie, elles sont très bonnes. Mais quand on commence à se miner pour des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, ou à revivre, à ruminer des scénarios passés qui ont eu lieu, c'est comme ça a eu lieu, mais on va se réinjecter la double peine régulièrement, et bien là, on se détruit. C'est comme si on s'injectait à soi-même du poison tous les jours. À l'inverse, les émotions agréables, joie, amour, paix, gratitude, modifient l'expression de nos gènes et stimulent notre immunité. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc autant l'utiliser plutôt que le subir. Voilà, alors comment faire? Il faut savoir que les émotions agréables, là aussi, c'est ridicule, mais elles se cultivent en conscience. Il faut faire un effort au début, même si ce n'est pas naturel. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que l'évolution a façonné notre cerveau pour se focaliser sur les problèmes. On l'a dit tout à l'heure, on a vécu des centaines de milliers d'années à l'état chasseur-cueilleur, voilà. Et en fait, là, si vous voulez, imaginez à cette époque-là, 2 frères. Il y en a un qui se fait toujours du souci pour rien, il voit des menaces partout, il surréagit et tout. L'autre, au contraire, il est en communion avec les rivières, il touche les arbres, il est dans la gratitude, dans l'amour et tout. Bon, et ben, celui qui est connecté à la nature et qui est plutôt positif, il va se faire bouffer avant de pouvoir transmettre ses gènes. Et l'autre a transmis ses gènes à sa descendance, et ainsi de suite. Et du coup, la sélection naturelle, la survie de l'espèce fait qu'aujourd'hui, nous sommes l'aboutissement de ça. Et qu'à l'état naturel, notre cerveau, par défaut, il est fait, et c'est normal, donc ne culpabilisez pas si c'est votre cas, il est fait pour mettre du velcro sur le négatif. C'est-à-dire, si je vous fais 10 compliments et une critique, vous allez rester sur la critique. Ouais. On est tous comme ça. Du coup, il va falloir se reprogrammer. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait se reprogrammer. Les neurosciences nous l'enseignent et on peut le faire en conscience et pour ça, il faut se forcer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarder, lire, écouter des choses inspirantes. Vous savez, moi, des personnes qui partagent sur Facebook des actualités, des trucs, celles qui sont malades et qui partagent que des trucs de pervers narcissiques, de violence, de femmes violées, c'est celles qui vont pas bien. C'est vrai, hein? Alors que celles qui partagent que des trucs de méditation, de gratitude, de nature, d'animaux, eh ben, elles vont vers la santé. C'est juste un constat. Tout ce sur quoi vous focalisez votre attention prend de l'ampleur dans votre vie. Si vous vous focalisez sur l'incompétence, les injustices, le malheur dans le monde, la méchanceté, je sais pas quoi, vos désirs sont désordres. Hein. C'est ce que vous obtiendrez. Voilà. Donc, du coup, on peut s'aider en regardant des vidéos inspirantes comme ce qu'on a regardé tout à l'heure, en lisant des choses qui élèvent l'âme et qui, au contraire, nous font du bien, nous mettent dans un état d'esprit positif. Bouger, passer du temps dans la nature. Au début, on n'a peut-être pas envie, on se force, et après, ça deviendra une seconde nature. Côtoyer des personnes joyeuses. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens négatifs. Personne n'est négatif s'il n'entre pas en résonance avec quelque chose qui est déjà en vous et qui vient révéler. D'accord? Donc en fait, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que quand déjà on a un cancer, qu'on doit faire face à tout ça, dans un premier temps, on va faire ce qui nous aide, c'est-à-dire côtoyer des gens qui nous embarquent dans une énergie positive et joyeuse, plutôt que ceux qui nous plombent le moral. Et ceux qui nous plombent le moral, on reviendra vers eux plus tard, quand on aura fait tout ce travail sur nous et qu'on sera capable de les embarquer dans notre énergie, plutôt que de se faire tirer dans la leur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon. Alors, cultiver la gratitude, eh bien ça se cultive au quotidien à travers des techniques comportementales. Par exemple, le bracelet de gratitude. Par exemple, tenir un cahier de gratitude et tous les soirs, avant de se coucher, noter 3 motifs de gratitude. C'est tout bête. Mais ça oriente votre cerveau d'une certaine façon, en fait. C'est-à-dire que, au lieu de me coucher en me disant « mince, il y a ça qui n'a pas marché, il y a l'autre qui ne m'a pas rappelé », enfin, sur des choses comme ça, on entre dans le sommeil en remerciant sa vie, en fait, parce que dans toute journée, il y a eu des choses positives quand même, il y a eu des cadeaux, même tout petits. Et prendre l'habitude de se focaliser sur ces choses-là, et bien ça fait que dans votre vie, ces choses vont prendre de l'ampleur et vous allez en recevoir petit à petit davantage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut nier ses émotions. C'est le coup de la vague qu'on disait tout à l'heure. 3 façons de traiter une émotion. Se laisser embarquer, réagir impulsivement, par exemple dans la colère, et regretter après. Parce qu'en général, ça va à l'encontre de nos intérêts même. Résister et se nier soi-même, nier son ressenti, là on va somatiser, on va être miné intérieurement parce qu'on a eu un truc sur le cœur et c'est pas sorti. Ou alors accueillir et observer l'émotion pour la laisser passer au travers. Et en fait, c'est quand on accueille l'émotion. Moi, je fais une chose toute simple, c'est tout simple, tout bête, mais en fait, quand je ressens quelque chose, je prends le temps dans ma tête, même si je suis avec des gens, je fais une petite micro-pause et je me dis à moi-même, je ressens de la colère, par exemple. Rien que le fait de me le dire, on dirait que mon système corps-esprit il a compris que j'avais fait preuve d'empathie, que j'avais reconnu le problème. Déjà, ça me calme de 50%. Juste nommer l'émotion, l'identifier. Alors,
Par exemple, face à une émotion désagréable, on peut l'observer, l'identifier, la nommer. Ensuite, on peut s'autoriser à la ressentir sans culpabiliser. Aucune émotion n'est négative. Si elle est là, c'est qu'elle est là pour nous signaler qu'un de nos besoins fondamentaux n'est pas satisfait. Ça peut être intéressant d'essayer de trouver lequel. Ça peut être notre besoin de connexion, notre besoin de respect, notre besoin de lien avec les autres. Bon. Reconnaître son intention positive, son utilité, ne pas culpabiliser pour ses émotions, parce que contrairement à ce qu'on nous a enseigné, sois fort, un grand garçon ne pleure pas, toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous apprennent à bloquer. On a le droit d'être triste, on a le droit d'éprouver de la colère, à certains moments c'est pas mal, et plus vite on s'autorisera à éprouver ces émotions, plus vite on pourra passer de l'autre côté, passer au travers, alors que plus on culpabilise et plus on les bloque, plus elles vont impacter notre vie, en fait. Et après, on peut les libérer, l'émotion, et la remercier. Voilà. Alors, pourquoi, je disais tout à l'heure, tout ce qu'on focalise son attention prend de l'ampleur dans notre vie. Pourquoi? Parce que ça va modeler notre cerveau à force. C'est-à-dire que quelqu'un qui broie toujours du noir, il va créer des circuits neuronaux sur lesquels il va s'embarquer par défaut tous les jours. Et tout ça, c'est des programmes inconscients qui dirigent notre vie, quoi. Et si on ne prend pas le contrôle de notre cerveau, on est agi par des mécanismes inconscients, des programmes automatiques qui se sont mis en place par la répétition et qu'on n'a pas choisi, et qui peuvent détruire notre vie et notre santé. On influence sur notre chimie interne parce que forcément, quand on visualise des choses négatives, on crée des hormones de stress et ça impacte tout notre fonctionnement cellulaire. Et en attirant à nous certaines circonstances désagréables, alors là on va un peu plus loin, on parle beaucoup de loi de l'attraction, enfin l'idée que tout est fréquence énergétique et qu'on émet à une fréquence, on reçoit à une certaine fréquence et les autres nous montrent un aspect d'eux-mêmes différent selon la fréquence sur laquelle on émet. Voilà. Donc du coup, par rapport à cette aventure de guérison du cancer ou de toute autre pathologie, je pense que ce qui est plus efficace, c'est de se fixer comme objectif plus de santé, plutôt que de penser « je veux guérir de ce cancer ». Parce que dans guérir du cancer, il y a cancer. Et si par exemple, là je vous dis, on va faire un exercice pendant 15 secondes, vous n'allez pas penser à un éléphant vert, allez c'est parti, et bien qu'est-ce qui se passe? Vous allez penser à un éléphant vert. Okay. Donc, penser au cancer, c'est vous focaliser sur votre cancer. Le subconscient ne comprend pas la forme négative. Je veux plus de cancer, lui il entend cancer toute la journée. Vous voyez. Donc, en fait, santé. Et en plus, quand je me focalise sur la santé, je vois déjà la santé qui est déjà là. Je suis désolée, on est là, on est vivant, on fait déjà plein de choses. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et si on le voit à moitié plein, à moitié rempli, on va attirer davantage de ces choses dans notre vie, en fait, par ce simple regard. C'est les époux Simonton qui ont parlé, je pense, les premiers de la visualisation positive. Et donc dans cet ouvrage, en fait, il est question de nombreuses études de cas en fait, qui sont relatées et qui expliquent comment le fait de visualiser positivement ce qui est en train de se passer dans le corps peut aider à la guérison. Donc c'est important de se fixer des objectifs en termes positifs et reconnaître qu'on a déjà de la santé et en éprouver déjà ici et maintenant, dans l'instant présent, de la gratitude pour cette santé qu'on a déjà maintenant. Voilà. Un dernier repère, se connecter. Donc on parlait tout à l'heure du lien, de la coupure du lien. C'est peut-être le repère le plus important. Alors le besoin de lien, bon, il a été prouvé là encore qu'on est des êtres de lien. Quand on vient au monde, on a besoin de sentir que notre vie est accueillie, désirée par d'autres, qu'on est intégré, qu'on fait partie d'une unité. Et il s'agit de liens physiques, affectifs, spirituels. Par exemple, des bébés souris touchés et caressés se développent mieux et plus vite que des bébés simplement nourris. Françoise Dolto l'avait montré aussi, elle avait fait réduire de moitié la mortalité dans les pouponnières, rien qu'en demandant aux infirmières de câliner 15 minutes par jour les bébés, de les prendre dans les bras au moment où elles donnaient le biberon. Donc on a ce besoin-là. Le lien affectif, évidemment, je vois autour de moi, c'est vrai, hein, la plupart des gens qui sont en souffrance et qui viennent me voir, ils sont seuls. Beaucoup de gens sont seuls en fait. Et le lien spirituel, alors là, j'ai noté que tout ce qui est vivant est relié. Alors, en fait, peut-être que la physique quantique, aujourd'hui, elle est au seuil de démontrer ce que toutes les traditions spirituelles nous ont toujours enseigné, à savoir que tout ce qui vit est un, en fait.
et relié. Quand vous êtes au cœur de vous-même, vous êtes aussi au cœur de l'autre, au cœur de la nature, de tout ce qui vit, en fait, et même de vos cellules. Donc la santé, c'est aussi apprendre à se reconnecter par le cœur aux autres, aux animaux, à la nature, à nos cellules, à soi, à tout ce qui, aux vivants, en fait, finalement, et à se mettre à nouveau à servir ce vivant. Je vais aller peut-être un peu plus loin. Je pense effectivement qu'il y a une dimension spirituelle à la guérison. Alors, pas spirituelle au sens religion, peu importe qu'on ait une religion ou pas, qu'on pratique ou pas, c'est pas ce qui est important, mais au sens de retrouver ce lien, en fait. Si on regarde dans notre corps, les cellules, il y a une intelligence organisatrice qui est à l'œuvre dans le vivant et qui fait que ces cellules sont à la fois des éléments séparés, qui individuellement se nourrissent, se reproduisent, communiquent entre elles, éliminent des déchets, meurent quand elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Donc à la fois une cellule a un certain degré de cognition, finalement de conscience de soi, mais en même temps elles œuvrent, elles coopèrent dans un but commun. À une autre échelle, nous aussi on est une cellule un peu sur la Terre, mais on a un peu perdu le sens de la coopération et de... Voilà. Et une cellule cancéreuse, c'est quoi ? C'est une cellule qui a perdu le sens de l'unité. C'est-à-dire que c'est une cellule qui à un moment donné décide de faire cavalier seule. Elle décide qu'elle est séparée, elle perd son attitude à communiquer avec les autres. Elle est égoïste, c'est-à-dire qu'elle va drainer à elle toutes les ressources de l'organisme. Elle va vasculariser pour attirer à elle le plus d'énergie possible. Elle va être conquérante, c'est-à-dire qu'elle va chercher à conquérir, à métastaser concrètement. Et elle va être dans l'illusion de l'immortalité, c'est-à-dire qu'elle va résister au mécanisme naturel d'apoptose que normalement une cellule, quand elle a fait ce qu'elle avait à faire, ou quand elle a une tare, elle s'auto-détruit. La cellule cancéreuse, elle perd cette aptitude-là. Alors que c'est délirant, parce que si elle ne meurt plus, au final, le système dont elle fait partie va finir par mourir et elle sera détruite aussi. Voyez. Donc quelque part, c'est un peu une cellule folle, délirante, qui a perdu ce sens de l'unité. Et du coup, la maladie nous invite aussi à cette réflexion-là, parce qu'à travers la manière dont on perçoit la vie et le monde, on enseigne en fait à nos cellules, on leur envoie des informations, les informations informent, donnent forme à la matière. Et du coup, c'est aussi une invitation à guérir peut-être aussi. En tout cas, je le dis pour moi, en toute humilité, et je suis encore en chemin de guérir de cette vision séparée de l'ego, en fait. Alors, j'en viens au plus important peut-être pour moi, c'est la notion de guérison par le pardon. Alors, ça tombe bien parce que Michel Dubuisson a pu venir ce soir, voilà, et je voudrais le remercier aussi, c'est une des personnes qui ont énormément compté dans mon parcours. Michel est un médecin anesthésiste, c'est ça, à l'origine, et il est acupuncteur depuis très longtemps maintenant à Cannes. Voilà. Et en fait, pendant cette période, j'allais le voir régulièrement. Et un jour, il m'a dit, mais pourquoi vous n'essayeriez pas la guérison par le pardon? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est la guérison par le pardon? Enfin, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Il m'a donné quelques pistes. Et petit à petit, il y a des choses qui me sont apparues clairement, en fait. Et aujourd'hui, dans les gens que j'accompagne aussi, je vois que vraiment, c'est le facteur clé, cette histoire de guérison par le pardon. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui souffrent ont des blessures, quelque chose qui leur pèse et qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Et pire, non seulement ils n'arrivent pas à pardonner, mais ils culpabilisent de ne pas pouvoir pardonner. Ils pensent qu'ils devraient pardonner. Mais tant qu'on est dans le pardon, un peu comme l'enseignent les religions, enfin, en fait, on pardonne parce qu'on est charitable. C'est-à-dire, quelqu'un nous a fait quelque chose. Mais parce qu'on est dans l'ouverture du cœur, dans notre grande bonté, finalement, on va écraser une partie de soi, on va se soumettre finalement et on va oublier, pardonner. Tant qu'on est dans ce pardon-là, on n'arrive pas à pardonner. Et c'est normal. Donc en fait, le pardon spirituel, en fait, finalement, c'est un recadrage. C'est un retournement de perception. À un moment donné, on se rend compte que les circonstances et les gens désagréables qu'on rencontre dans notre vie sont des révélateurs. Ils ne sont là que pour nous donner l'opportunité, comme un miroir, de voir ce qui est en nous et que nous ne voulons pas voir parce que nous en avons peur de le porter à la lumière pour le libérer finalement.
des culpabilités refoulées, des conflits, des blessures non cicatrisées, essentiellement des choses dont nous ne croyons pas avoir fait. Et cette culpabilité qu'on ne veut pas avoir en nous, on la projette en l'autre, dans les autres, etc. Et les autres nous le révèlent jusqu'à ce qu'on ait juste ce changement de regard et de perception. Aujourd'hui, à chaque fois que je suis confrontée à une circonstance désagréable ou dérangeante, d'abord j'ai des émotions, donc je fais ce que je vous ai dit tout à l'heure, et puis je fais ma petite méditation, je me ressens, je me dis ok, en quoi là on est en train de me renvoyer quelque chose que je ne veux pas voir en moi-même et qui demande à sortir, à être libéré. Et à chaque fois que je reconnais en fait ce qui est en train de se jouer, c'est incroyable, c'est qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de pardonner parce qu'on se rend compte que la personne, au contraire, elle nous a juste aidé à prendre conscience de quelque chose. Donc, on n'a plus besoin de pardonner, le pardon n'est plus un effort. C'est juste qu'à un moment donné, on réalise qu'il n'y a rien à pardonner du tout, en fait. Les gens qui nous heurtent le plus sont nos plus grands enseignants, à condition de faire ce travail de retournement de perception. Il me semble que c'est là le plus important dans la démarche de retour vers la santé, parce qu'à ce moment-là, on devient vraiment 100% acteur de sa vie. Et on n'est plus dans la posture de victime, et on se sent libéré. C'est pas du tout, il ne s'agit pas de s'écraser, au contraire. Mais à ce moment-là, vous avez un vrai pouvoir sur votre vie, et comme par hasard, il vous arrive que des belles choses. Alors, donc, dernier outil, la méditation de pleine conscience. Voilà, donc Christophe André, je pense que c'est une bonne entrée en matière, en tout cas ça l'a été pour moi, et c'est super bien fait parce qu'il y a des petites leçons en fait, de 15-20 minutes, on peut en faire une par jour, et puis à force on peut lâcher prise après du CD une fois qu'on a intégré la démarche. Et là ce qu'on apprend c'est à accueillir, à observer ce qui est. On pense souvent que méditer c'est bloquer ses pensées, pas du tout. C'est accueillir ces pensées, c'est-à-dire une pensée, elle est là. Si vous vous dites, faut pas que je pense, non, c'est pas ça méditer. C'est au contraire, c'est la pensée, elle arrive, vous la regardez passer. Par contre, vous ne vous laissez pas embarquer par la pensée. Vous posez en observateur. Et à force, on va être capable d'observer, de rester maître de soi dans un grand nombre de circonstances, en fait, et ça va nous aider dans nos relations avec les autres, ça va nous aider dans notre santé au quotidien. Et Christophe André, en fait, il faut savoir que c'est celui qui a introduit en France la méditation de pleine conscience laïque, c'est-à-dire non liée à une religion. Voilà. Et lui, donc, il est psychiatre et il travaillait dans son service dans la prévention de la récidive chez les dépressifs. Et il a fait en fait une étude sur des gens qui étaient dépressifs et pendant 2 ans, on leur donne des médicaments pour éviter la rechute, en fait, pour qu'ils soient bien stabilisés. Et ils ont fait 2 groupes tests, l'un qui méditait 20 minutes par jour, l'autre qui prenait les antidépresseurs et tout ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, il y avait 80% de récidive en moins chez ceux qui avaient pris les médicaments. Mais il y avait aussi 80% de récidive en moins chez ceux qui n'avaient pas pris les médicaments et qui avaient médité chaque jour, sans les effets secondaires. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Donc là encore, je vous ai préparé un petit tableau sur les bienfaits et on retrouve les bienfaits qu'on a déjà rencontrés tout à l'heure. Donc les régions du cerveau associées à l'optimisme et à la joie sont plus actives, le système immunitaire est renforcé, le stress diminue et la maîtrise de soi est renforcée. Le sommeil est amélioré, la concentration et les performances intellectuelles sont renforcées, le vieillissement est ralenti, vous savez, ces télomères qui sont à l'extrémité de nos chromosomes, en fait, leur usure est ralentie et l'intuition, bien sûr, et l'inspiration se développent. Alors, vous voyez, ça nous donne ce modèle en 8 points qui vaut ce qu'il vaut. Enfin, je veux dire, c'est pas le modèle en soi qui est important, c'est juste que ça nous ouvre les yeux sur des points sur lesquels on peut mettre de la conscience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va agir en synergie. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout ça ensemble, c'est pas une addition, c'est vraiment exponentiel. Et si on met toutes ces choses ensemble, on a un bénéfice très, très important dans sa vie. Voilà. Alors, une chose avant de finir, sur laquelle il faut quand même qu'on passe, en fait, avant de conclure, c'est l'auto-sabotage. Parce que tout ça, c'est très bien, vouloir mettre des choses en place, un plan d'action et tout, c'est super. Mais en fait, s'il y a une partie de vous qui reste fidèle à autre chose,
si on n'a pas cet état d'alignement que monsieur soulignait tout à l'heure et qui est essentiel, de cohérence, en fait, ça ne va pas fonctionner. On va se saboter, on ne tiendra pas, par exemple, ses résolutions. On dira, j'ai pas le temps de méditer. On dira, j'aime pas l'alimentation crue. Enfin, on va se trouver 1000 excuses et ça ne va pas fonctionner. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'il y a le conscient. Consciemment, tout le monde veut guérir, ou presque. Inconsciemment, parfois, on a choisi autre chose. Et c'est toujours le subconscient qui décide, en fait. C'est toujours lui qui décide. Encore une fois, l'exemple de la dame qui ratait ses trains, un de tes séminaires. Voilà, une dame qui avait raté ses trains toute sa vie alors qu'elle mettait des trucs en place pour ne pas rater ses trains et tout. Et à chaque fois, il arrivait un truc. Et un jour, elle a fait un travail sur elle-même. Elle s'est souvenue que quand elle avait 5 ans, elle était en Belgique, ses parents étaient divorcés, son père est venu la prendre pour des vacances, il l'a mise dans un train, elle n'a plus revu sa maman pendant 40 ans. Donc la petite fille, forcément, elle a dû se dire ne monte jamais dans un train, sinon t'es mort. C'est très mal. C'est pas bon pour toi. Voilà, donc consciemment, elle s'en voulait parce qu'elle n'était pas fichue d'avoir un train à l'heure. Mais en fait, quelque part, il y avait une intention positive derrière le fait de rater ses trains, jusqu'au jour où elle est mise à la lumière. Et dans la maladie, dans le cancer en particulier, il y a cette notion essentielle de bénéfice secondaire. Nous devons être conscients qu'à un moment donné, si on est tombé malade aussi, c'est que la maladie avait une fonction. Et à partir du moment où on la reconnaît, sans culpabiliser, c'est ok, on va pouvoir trouver un moyen d'avoir ces bénéfices secondaires autrement, pour que la maladie soit plus utile. Mais si on ne les trouve pas autrement, la maladie, elle va revenir. Si vous tirez sur un élastique, il revient là où il doit aller. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qui peut saboter? Qu'est-ce qui peut être source d'auto-sabotage? Les bénéfices secondaires, les croyances limitantes qu'on a aussi, ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais là, on n'a plus de temps, des habitudes. Et aussi, dans la sphère consciente, l'hyper-intention. L'hyper-intention, vouloir, voilà. L'hyper-intention, elle vous amène vers l'échec assuré. En réalité, c'est une posture de lâcher-prise qui permet la guérison. Et tous les repères dont on a parlé vous aident en fait à aller vers cette posture de lâcher-prise. Et bien sûr, l'idée, c'est progressivement de tendre vers cet état d'alignement des pensées, des émotions, des paroles et des actes. Et quand on arrive en fait à tout rassembler dans un but commun, c'est là qu'on va être efficace dans l'atteinte de ces objectifs, aussi bien dans le retour à la santé que dans d'autres domaines de notre vie. Voilà, donc cet alignement, c'est un des fondements du retour vers la santé. Voilà, alors pour conclure, je dirais que, comme on l'a dit au départ, l'esprit humain est réfractaire au changement. Et que dans la vie, on peut fonctionner à l'intérieur de son cadre de référence. Tant que ça marche avec des petits arrangements, des petits compromis, on continue comme ça. On continue à faire aujourd'hui ce qu'on a fait hier. Et les épreuves de vie, la maladie, le cancer, fonctionnent comme une force de rééquilibrage de la nature, qui à un moment donné cherche à balayer un pseudo-équilibre dont on s'arrangeait mais qui n'en était pas un, pour vous amener vers un équilibre plus harmonieux. Et plus vite on cesse la lutte et plus vite on s'abandonne à ça, plus vite on passe au travers et on retrouve la santé. Voilà, donc vraiment, si je devais dire pour finir, vraiment résumer le message que j'aimerais faire passer, c'est que on peut guérir. Tout le monde peut le faire. Quel que soit le stade d'avancement de la maladie, c'est toujours possible et réversible. Deuxièmement, ce n'est pas un combat. Au contraire, c'est une posture de lâcher prise. Troisièmement, la santé, c'est d'abord un état d'esprit. On est d'abord en santé dans sa tête et après, les cellules vont l'exprimer. Ça vient dans un second temps. Et quatrièmement, une fois qu'on a fait tout ce parcours, ça peut être même mieux après qu'avant. Voilà. Alors, si cette conférence vous a intéressé et si vous souhaitez conserver une trace de ce qui a été dit pour commencer à l'intégrer au quotidien dans votre vie, vous pouvez vous rendre sur le site mieuxqu'avant.com où vous pourrez commander en ligne le livret d'auto-coaching Mieux qu'avant.